Merci beaucoup, Madame la professeure, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut de droit comparé et le Centre de recherche de droit international privé de cette université, et notamment Mesdames les professeurs Sabine Cournelou et Marie-Élodie Ancel, de leur invitation au séminaire. C'est un véritable honneur de participer aux traditionnelles conférences de la salle 102. Cette place était pendant quelques années ma place en salle 102. Santiago du Chili, 1923. Lieu et date de la 5e conférence internationale des États américains. Il y a un siècle, les pays du Nouveau Monde ont réaffirmé la nécessité d'un code général des droits internationaux privés. Il s'agissait juste d'une réaffirmation, puisque l'idée avait été avancée en 1902 lors de la 2e conférence. Malheureusement, l'initiative avait ensuite été interrompue par la Première Guerre mondiale. Voilà très rapidement la genèse du code proposé par Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven de 1928, connu sous le nom de Code de Bustamante, signé par 20 pays américains et finalement ratifié par 17. On peut dire que l'Amérique, et surtout l'Amérique latine, était alors à la pointe de l'uniformisation du droit international privé dans le monde. On le sait, il existe de très stimulantes discussions à propos des concepts harmonisation, unification et uniformisation. Par exemple, le professeur Camden plaidait récemment pour un discours affiné. Dans le cadre de cette intervention, le terme uniformisation est privilégié pour dénoter l'existence des règles communes des droits internationaux privés. En effet, les codes de Bustamante prétendaient surmonter les restrictions du champ d'application territorial des traités de Montevideo de 1889, en vigueur à l'époque, et toujours d'ailleurs, dans seulement quelques pays d'Amérique du Sud. 100 ans plus tard, l'intérêt pour la codification s'est renouvelé. En effet, plusieurs pays de la région ont récemment adopté des lois ou des codes en la matière. Pour prendre seulement quelques exemples de la dernière décennie, en 2014, l'Argentine a unifié les codes civils et commerciaux et a consacré un titre aux Disposiciones de Derecho Internacional Privado. De cette même année, le Panama a adopté un code de droit international privé et la République dominicaine une loi. En 2015, le Paraguay a promulgué une loi sur les droits applicables aux contrats internationaux. En 2020, l'Uruguay a adopté une loi générale sur les droits internationaux privés. En outre, des projets sont en cours de discussion dans d'autres pays. En Bolivie, un projet de loi sur les droits internationaux privés, préparé par des professeurs des universités de San Andrés de la Paz et de Santa Cruz de la Sierra, a été publié en 2009. Au Mexique, un projet a été publié par l'Académie mexicaine des droits internationaux privés en 2015. Il est important de noter que ce dernier projet a depuis été modifié et qu'un code national de procédure civile et des familles a été promulgué l'année dernière, qui contient un livre consacré aux contentieux internationaux. Au Brésil, un projet de loi sur la loi applicable aux obligations, qui a même été présenté au Sénat, visait à modifier l'article 9 de la loi d'introduction aux normes de droit brésilien. En Colombie, l'Instituto Antioqueño des droits internationaux privés a publié un projet de loi générale en 2021. Celui-ci est venu relancer la discussion qui avait été initiée par la Chambre de commerce de Bogota en 2017 avec son projet sur la loi applicable aux obligations civiles et commerciales. Puis, poursuivi par l'Université nationale de Colombie en 2020 avec son projet de modification du Code civil. Enfin, au Chili, l'Académie chilienne de droit international privé et l'Université du Chili ont également publié un projet de loi sur les droits internationaux privés en 2022. Il ne faudrait pas oublier que l'American Law Institute
prépare actuellement la 3e version de son Restatement of the Law on Conflict of Laws. Il ne fait donc aucun doute qu'il existe un renouveau de l'intérêt pour la réglementation du droit international privé dans les Amériques, en particulier en Amérique latine. Cependant, les champs d'application territoriale des lois et codes adoptés, sans parler des projets, pourraient à nouveau être une source de difficultés. En plus, à la pluralité des textes nationaux, il faut ajouter les conventions tant régionales, telles que les conventions interaméricaines, que globales, proposées par la conférence de La Haye ou par une institution associée à l'Organisation des Nations Unies, auxquelles plusieurs pays latino-américains sont partis. En ce qui concerne les droits conventionnels, il convient de souligner 2 faits importants. D'une part, l'Organisation des États américains n'a pas proposé de nouvelles conventions de droit international privé depuis la Convention de Mexico de 1994 sur la loi applicable aux contrats internationaux. Et d'autre part, la conférence de la Haye a décidé, il y a 1 an, tout juste, d'adopter l'espagnol comme langue officielle. Ces circonstances, multiplication d'initiatives nationales, ralentissement des initiatives régionales et essor possible d'initiatives internationales, pourraient laisser penser qu'en Amérique latine, l'objectif d'uniformisation du droit international privé au niveau régional a été définitivement abandonné. Cependant, l'existence de législations et d'initiatives nationales peut être interprétée de 2 manières différentes, mais complémentaires. Premièrement, les lois nationales peuvent constituer une uniformisation indirecte, ce qui sera l'objet de la première partie. Secondement, elles pourraient constituer les débuts d'une nouvelle vague d'uniformisation directe, que j'analyserai dans la seconde partie. Uniformisation indirecte. À titre préliminaire, il convient de souligner que les lois et projets récents de droit international privé n'ont pas les mêmes champs d'application matériels. En effet, la plupart des textes réglementent ou entendent réglementer l'ensemble de la matière, c'est-à-dire la compétence internationale, l'efficacité des jugements étrangers et les conflits des lois. Tandis que certains ne se réfèrent qu'à ces derniers, comme la loi paraguayenne, les projets brésiliens ou les projets de la Chambre de commerce de Bogota pour la Colombie. Cependant, on va s'intéresser seulement aux textes qui réglementent la matière dans son ensemble et en fonction de leurs divergences et convergences. En outre, il convient d'exclure les matières qui ont déjà fait l'objet de textes uniformes, car certaines d'entre elles seront traitées dans la 2e partie. Telles sont les prémices de l'analyse qui portera principalement sur les textes proposés en Colombie et au Mexique, et sur ceux en vigueur en Argentine et en Uruguay, ainsi que sur les codes mexicains mentionnés précédemment. Je regrette de ne pouvoir aborder d'autres textes, mais la comparaison ainsi restreinte m'a semblé déjà suffisamment ambitieuse. Voyons donc d'abord les divergences. Dans le domaine de la compétence internationale, il existe quelques différences. Il convient de noter au préalable que les textes formulent logiquement les règles de manière unilatérale, c'est-à-dire qu'elles n'établissent que les critères de compétence de leur propre juridiction. Ainsi, la loi uruguayenne prévoit une règle générale pour les contrats et des règles spéciales pour les relations de consommation et de travail. Le Code civil et de commerce argentin contient une règle pour les contrats, mais seulement une exception pour les contrats de consommation, même si les projets de code prévoyaient une règle pour les contrats individuels de travail. Bien que la loi uruguayenne et les codes argentins coïncident pour interdire les clauses d'élection d'effort dans les relations de consommation, seule la loi uruguayenne les interdit expressément pour les contrats individuels de travail. En outre, elle ne l'admet pas non plus dans les contrats d'assurance et de transport. Cette interdiction contraste avec la position des textes mexicains et colombiens. Le Code national mexicain des procédures civiles et des familles autorise les clauses d'élection de fort pour autant qu'il s'agisse d'un fort renonçable et qu'elle n'exclut pas les tribunaux mexicains dans certaines matières énumérées à l'article 1123. Il ne contient pas non plus des règles
spécial pour les contrats individuels de travail ou de consommation, ni exclut expressément les clauses d'élection de fort pour ces contrats. Toutefois, une clause d'élection de fort en faveur d'un tribunal étranger dans un contrat de consommation pourrait être inefficace sur la base de la loi fédérale sur la protection des consommateurs. Pour sa part, le projet colombien de l'Instituto Antioqueño de droit international privé distingue deux catégories. Les contrats librement négociés, d'une part, et ceux qui ne le sont pas, qualifiés de contrats asymétriques, d'autre part. Les clauses d'élection de fort sont autorisées dans les deux types de contrats, mais les projets exigent pour les contrats asymétriques que les parties choisissent les tribunaux colombiens après la naissance du litige. La compétence en matière d'obligations non contractuelles n'est pas non plus traitée de la même manière. Ainsi, les projets colombiens comportent une règle spécifique relative à ces obligations qui admettent l'élection de fort à condition qu'elle soit postérieure à la survenance du fait générateur. Le code argentin contient également une règle spécifique, mais qui ne mentionne pas la clause attributive des juridictions. Toutefois, celle-ci pourrait être admise en vertu de la règle générale relative aux clauses de choix du fort qui n'exige aucune condition. Les codes mexicains ne rejettent expressément qu'une élection de fort qui exclut par avance la compétence des tribunaux mexicains. En Uruguay, l'élection de fort n'a pas été autorisée pour les obligations nées sans convention, obligations qui ne sont pas non plus assorties d'une règle de compétence spécifique. Par conséquent, les juges uruguayens ne pourraient se déclarer compétents que si leur loi est applicable ou sur la base de la règle relative aux actions personnelles. En matière de conflits de loi, il existe également des divergences. Par exemple, en ce qui concerne la loi applicable à l'établissement du lien de filiation, les codes civils et commerciaux argentins proposent 3 options assorties d'un critère de choix entre elles. Ainsi, on peut appliquer soit, première option, la loi du domicile de l'enfant au moment de sa naissance, soit, deuxième option, la loi du domicile du parent ou du prétendu parent au moment de la naissance de l'enfant, soit, dernière option, la loi du lieu de célébration du mariage. Quant aux critères, les juges devront appliquer la loi qui présente les solutions les plus satisfaisantes pour les droits fondamentaux de l'enfant. Bien que la loi uruguayenne offre également des options, elle consacre des règles de principe. Ainsi, la filiation est régie par la loi du domicile conjugal au moment de la naissance de l'enfant et, à défaut, par la loi du domicile de la mère au même moment. Toutefois, elle permet également d'établir la filiation selon la loi de l'État de la résidence habituelle ou du domicile de la personne dont la filiation est en cause, ou selon la loi de l'État du domicile du défendeur. Les règles des projets colombiens et mexicains sont moins ouvertes. Les projets colombiens soumettent l'établissement de la filiation à la loi du domicile de la personne dont la filiation est en cause. Dans le projet mexicain, il est soumis à la loi du lieu de naissance de l'enfant, sauf si l'enfant est né dans un lieu autre que le lieu de résidence de la mère, auquel cas la loi de ces derniers lieux doit être appliquée. Le régime matrimonial est également soumis à des lois différentes dans les 4 textes étudiés. En effet, le code argentin établit 2 règles selon qu'il existe ou non des conventions matrimoniales. Mais dans les 2 cas, le régime matrimonial est régi par la loi du lieu du premier domicile matrimonial. Bien que les droits communs uruguayens envisagent également ces 2 hypothèses, ils ne recourent à ces points de rattachement qu'en l'absence des conventions. Si elles existent, elles sont régies par la loi du lieu de leur conclusion. Les projets mexicains consacrent 7 articles au régime matrimonial et distinguent plusieurs sous-catégories plus spécifiques et plusieurs hypothèses et retient différents critères de rattachement. Ainsi, les lois du lieu de célébration du mariage, les lieux où ces faits se produisent, de la nationalité des époux et du lieu de situation des biens, voire la loi choisie par les parties, pourraient être applicables. Face à la multiplicité de règles et d'hypothèses prévues par les textes argentins, uruguayens et mexicains, les projets colombiens semblent avoir fait les choix de la simplicité. En effet,
le projet autorise expressément les choix de la loi applicable au régime matrimonial et, à défaut de choix, les soumet à la loi du dernier domicile commun. Ce qui serait, croyez-moi, un véritable exploit au regard des principes et de l'approche du droit international privé colombien. Bien que les divergences ne soient pas toutes majeures, les textes présentés ne semblent pas contribuer à une uniformisation indirecte du droit international privé en Amérique latine. Les convergences pourraient être plus encourageantes. Les textes en vigueur en Argentine, au Mexique et en Uruguay, ainsi que ceux proposés par la Colombie et le Mexique, prévoient des solutions similaires en matière de compétences internationales et des conflits de loi. En matière de compétences, les 4 textes établissent un système de règles générales et spéciales. Il existe évidemment des différences dans la manière dont ils formulent les règles de compétences et dans la catégorie particulière que chaque texte régit. Cependant, les coïncidences sont nombreuses. Ainsi, les juges argentins, colombiens, mexicains et uruguayens seront compétents lorsque le défendeur est domicilié sur leur territoire. En ce qui concerne les compétences spéciales, tous les textes disposent de règles pour les principales catégories traditionnelles du droit international privé, telles que les mariages et les contrats. À cet égard, il est important de noter que les droits uruguayens présentent une petite particularité, qui consiste à utiliser la catégorie plus générale des actions personnelles, à l'instar des traités de Montevideo de 1889, que j'ai déjà évoqués. Toutefois, il semble plus intéressant de noter que les 4 textes contiennent des règles spécifiques reconnaissant la compétence de leur juge en cas de déni de justice. En outre, ils consacrent tous une règle en cas de litispendi. Selon ces règles, les juges locaux doivent surseoir à statuer lorsqu'une procédure relative au même litige a déjà été engagée dans un autre pays. Cependant, les conditions requises ne sont pas partout les mêmes. Outre l'identité des parties, de l'objet et de la cause de l'action avec les litiges étrangers, alors que les codes mexicains exigent que le défendeur à la procédure étrangère ait été notifié avant l'ouverture de la procédure mexicaine, les textes argentins, colombiens et uruguayens exigent que la décision étrangère puisse être reconnue ou produire des effets sur leur territoire. En ce qui concerne les conflits de loi, plusieurs convergences peuvent être mentionnées. Tout d'abord, les 4 textes consacrent des mécanismes généraux tels que la fraude à la loi, l'exception d'ordre public international, les lois de police internationales et les renvois. Cependant, il existe des différences plus secondaires qui ne doivent pas être négligées. Par exemple, alors que la fraude à la loi consiste à contourner la loi désignée par les règles de conflit de loi pour les droits argentins et colombiens, en droit uruguayen et mexicain, elle consiste à se soustraire aux principes fondamentaux de leurs propres droits. En outre, l'exception d'ordre public international semble particulièrement exigeante en droit uruguayen, puisque celui-ci requiert que la violation de la loi étrangère applicable soit grave, concrète et manifeste. Cette formulation contraste radicalement avec les règles argentines et mexicaines qui ne spécifient pas l'intensité ni la visibilité de la violation. Il contraste également, mais dans une moindre mesure, avec la règle colombienne qui exige seulement qu'elle soit manifeste. En second lieu, tous les textes analysés soumettent les statuts personnels à la loi du domicile des intéressés. Pour les droits colombiens, cette convergence impliquerait l'abandon de la nationalité comme un critère de rattachement. Cependant, cette évolution ne semble pas correspondre à la position nationaliste du droit de mon pays, que la Cour suprême de justice continue à défendre férocement, notamment dans un arrêt récent en matière d'union non matrimoniale. Il est important de signaler d'ailleurs que la Colombie est une partie contractant au traité de Montevideo en 1889 qui soumet les statuts personnels à la loi du domicile. Troisièmement, les 4 textes adoptent la règle classique lex rei stare comme règle de principe. Cependant,
Il formule ensuite des distinctions différentes à l'intérieur de cette catégorie. Ainsi, les codes argentins établissent plusieurs catégories de biens: immeubles, biens soumis à un enregistrement, et meubles avec ou sans situation permanente. En ce qui concerne les biens meubles sans situation permanente, les codes introduisent une exception à la règle lex recitae, puisqu'il les soumet à la loi du domicile de leur propriétaire. La loi uruguayenne introduit des exceptions selon qu'il s'agit de marchandises en transit, des crédits et des titres ou des cargaisons. En ce qui concerne les marchandises en transit, cette loi coïncide avec les lois colombiennes et mexicaines, c'est-à-dire la loi uruguayenne, ici avec la loi colombienne et mexicaine, car elles sont soumises également la loi, c'est bien à la loi du lieu de leur destination. Il convient de noter que seuls les projets colombiens et mexicains comprennent une règle spécifique pour les biens culturels. Enfin, comme on pouvait s'y attendre, tous les textes consacrent la liberté de choix en matière contractuelle. Certes, les pays latino-américains les plus réticents, comme le Brésil et la Colombie, avaient déjà fait un pas important en admettant cette liberté dans le cadre de l'arbitrage commercial international. Bien que le Brésil y ait ajouté une deuxième étape au moment de l'adoption du nouveau code de procédure civile en 2016 qui autorise les clauses d'élection de fort, les projets de ces deux pays franchissent les pas décisifs. Ainsi, les projets colombiens soumettent les contrats librement négociés, qui distinguent de contrats asymétriques, comme nous l'avons vu, à la loi choisie par les parties. Les projets colombiens autorisent même les choix de la soft law et s'alignent sur ces points avec les textes argentins de l'Argentine et de l'Uruguay. Ils partagent d'ailleurs avec ces derniers une même source d'inspiration, puisque l'influence des principes de l'AE sur les choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux est évidente. En revanche, l'article 81 du projet mexicain ne permet que les choix d'un ordre juridique. Même si cette expression n'empêche pas de manière définitive les choix de la soft law, il n'est pas facile d'affirmer clairement sur cette base qu'un tel choix est possible. Enfin, je dois souligner que le code argentin permet aux parties d'écarter les règles impératives de la loi choisie. Cette disposition m'a immédiatement rappelé les cours de Nivoyer à l'Académie de la Haye, qui va aussi bientôt avoir un siècle. En somme, il y a des différences dans son tendance convergente générale et des similitudes dans les divergences. Bien qu'il ne soit pas possible de parvenir à une véritable uniformisation par des moyens indirects, les textes analysés révèlent une proximité sans précédent. Ceci pourrait constituer la base d'une future uniformisation du droit international privé au niveau régional, à condition qu'il puisse s'articuler de manière satisfaisante avec l'uniformisation directe existante que nous étudierons à présent. Uniformisation directe. Les pays d'Amérique latine que nous avons étudiés sont impliqués dans des initiatives d'uniformisation à proprement parler, tant au niveau régional que mondial. L'Argentine, le Mexique et l'Uruguay font partie à la fois de l'Organisation des États américains et de la Conférence de la Haye. Bien que mon pays, la Colombie, n'ait pas encore ratifié le statut de la Conférence, il a ratifié plusieurs de ses conventions. Toutefois, compte tenu du sujet de cette conférence et du bon exemple de l'unification européenne, il semble approprié de limiter l'analyse à l'uniformisation régionale. En ce sens, il est important d'apprécier tant la compatibilité des solutions adoptées dans les textes conventionnels, avec les textes conventionnels que la continuité de ces efforts. Compatibilité. Comme il n'est pas possible d'analyser ici tous les instruments adoptés à l'OEA, ni tous ceux ratifiés par les 4 pays étudiés, nous examinerons 2 parmi ces derniers, à savoir la Convention des règles générales des droits internationaux privés et la Convention sur l'enlèvement international d'enfants. En ce qui concerne la première convention, signée à Montevideo en 1979, il convient de mentionner tout d'abord l'application de la loi étrangère.
En effet, l'article 2 de cette convention ordonne aux juges des pays contractants d'appliquer la loi étrangère comme le feraient les juges de l'État étranger en question. Une règle similaire existe dans la loi uruguayenne et les projets mexicains. En revanche, les codes argentins et les projets colombiens n'exigent du juge du fort que d'interpréter la loi étrangère comme elle serait interprétée dans son propre pays, ce qui constitue une approche plus restreinte. Pour autant, la Cour constitutionnelle colombienne était allée plus loin dans un arrêt d'unification SU 768 de 2014. En l'espèce, la Cour devait se prononcer sur la violation par les juges d'instance du droit fondamental d'accès à la justice et à un procès équitable ou au debido proceso, prétendument survenu du fait de l'inapplication d'une loi étrangère. On peut tirer deux leçons de cet arrêt. Premièrement, les juges doivent d'office rechercher la loi applicable. Ce devoir est fondé tant sur le Code général du procès que sur les deux conventions interaméricaines ratifiées par la Colombie sur ces sujets. La Convention sur les règles générales de droit international privé et la Convention sur la preuve et l'information du droit étranger. Ensuite, les juges doivent analyser la relevance du droit étranger, la qualité des parties et l'accès au droit étranger pour déterminer les cas où les parties pourraient contribuer à prouver la loi étrangère. Ainsi, les juges seraient entièrement responsables de la preuve du droit étranger lorsque celui-ci est indispensable à la solution du litige et des difficiles accès pour les parties, notamment lorsque celles-ci manquent de moyens financiers ou techniques pour y accéder. Deuxièmement, selon la Convention, les juges ne devraient pas appliquer la loi d'un État partie si les principes fondamentaux de la loi d'un autre État partie ont été contournés. L'analyse des règles relatives à la fraude à la loi suggère que cette disposition ne coïncide qu'avec les règles prévues dans les codes argentins et les projets colombiens, puisque la loi uruguayenne et les projets mexicains ne conçoivent que les contournements de leur propre loi. Troisièmement, la Convention établit une règle générale de reconnaissance des situations valablement créées dans les États parties. La loi uruguayenne et les projets de loi colombiens et mexicains consacrent des règles similaires. En revanche, les codes argentins ne les consacrent que dans les règles spéciales relatives à la filiation et dans les cas d'une union convivenciale, c'est-à-dire non maritale, et il prévoit une règle de conflit qui désigne la loi du fort. En ce qui concerne la Convention sur l'enlèvement international d'enfants, signée à Montevideo en 1989, il est important de signaler tout d'abord que les législations argentines et colombiennes renvoient de manière générale aux conventions en vigueur, ce qui aurait par effet d'étendre et potentiellement leur champ d'application territorial. La loi uruguayenne ne contient qu'une règle spéciale de compétences similaire à celle de la Convention. Les projets mexicains établissent une réglementation plus détaillée qui coïncide essentiellement avec la Convention, et spécialement en ce qui concerne la compétence et la détermination de l'illégalité du déplacement ou du non-retour. Deuxièmement, en ce qui concerne les motifs de refus de la demande de retour, il convient de noter que les projets mexicains, seul texte avec lequel il est possible de la comparer, rassemblent dans un seul article les motifs que la Convention contient de manière dispersée. Avant d'aborder la continuité, il faut remarquer que les textes analysés ici consacrent la liberté des choix à l'instar de la Convention de Mexico de 1994 sur les droits applicables aux contrats internationaux, que ni l'Argentine, ni la Colombie, ni l'Uruguay avaient ratifié. Cependant, les règles en l'absence de choix sont différentes. En effet, les codes argentins et la loi uruguayenne soumettent les contrats à la loi du lieu d'exécution. Le projet colombien est plus précis, puisqu'il indique l'obligation à prendre en compte, l'obligation litigieuse. Seuls les projets mexicains adoptent une règle très proche de celle prévue par la Convention. Aucune surprise, le Mexique
est l'un des deux pays qui l'ont ratifié. Les exemples ci-dessus suggèrent que les nouveaux textes et les projets sont généralement compatibles avec les droits uniformes latino-américains. En ce sens, il ne semble pas déraisonnable de poursuivre l'uniformisation régionale. Continuité. L'uniformisation régionale directe doit être poursuivie seulement si les avantages l'emportent sur les inconvénients. Elle aurait au moins 3 avantages. Premièrement, elle favorise le développement économique de la région et renforcerait les liens existants entre les différents pays de la région. En effet, l'existence de règles communes, y compris des règles de droit international privé, facilite la circulation des personnes, des biens et des services dans la région. L'Europe en est, à mon avis, un bon exemple. À cet égard, selon la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, une institution de l'Organisation des Nations Unies, les échanges commerciaux entre les pays de la région comptent pour 13% des exportations et 14% des importations. La région est donc le 3e partenaire des pays latino-américains, après les États-Unis, avant avec 40%, et la Chine, mais toujours devant l'Union européenne. Deuxièmement, une nouvelle initiative régionale permettrait de renouveler, voire d'éliminer certains des instruments régionaux existants. Je sais qu'il n'est pas fréquent ou à la mode de dénoncer les traités. Cependant, il serait utile d'évaluer l'effectivité de certains instruments qui ne sont pas appliqués ou qui consacrent des règles conçues pour un contexte socioculturel dépassé. Et pourquoi pas, l'idée m'a été suggérée récemment, pourquoi ne pas fêter les centenaires du Code de Bustamante par le renouvellement de la discussion sur un instrument commun et général en matière de droit international privé pour les pays de l'Amérique latine. Après tout, le bicentenaire a été l'occasion de reprendre l'idée de modifier les codes civils en France. Troisièmement, enfin, l'adoption des règles sur des questions qui n'ont pas encore été uniformisées serait encouragée. Ainsi, par exemple, l'idée, semble-t-il largement acceptée dans la région, de soumettre les statuts personnels à la loi du domicile. Il en va de même pour les formes de conjugalité différentes du mariage, pour les obligations délictuelles ou pour les successions. Toutefois, la poursuite de l'uniformisation régionale présente également quelques inconvénients. Tout d'abord, elle pourrait perpétuer inutilement la multiplication des instruments internationaux. En effet, il ne serait pas surprenant que de nombreux pays de la région refusent de ratifier de nouvelles conventions, comme cela s'est produit pour la plupart de celles élaborées au sein de l'Organisation des États américains. Il ne faut pas non plus oublier que l'uniformisation n'est pas le monopole de cette organisation. Ensuite, d'un point de vue plus pragmatique, s'engager dans cette voie impliquerait sans doute des grands efforts avec de faibles chances de succès, comme le démontre les faibles taux de ratification des conventions interaméricaines. Enfin, l'uniformisation régionale pourrait entraver une uniformisation plus large et mondiale. À cet égard, il convient de mentionner que la conférence de La Haye, où l'espagnol est devenu une langue officielle, comme je l'ai déjà indiqué, a récemment ouvert un bureau pour l'Amérique latine en Argentine, et que d'autres institutions expriment ouvertement leur intention de participer et d'uniformiser, même d'unifier les droits, tels que l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires dans les Caraïbes, OHADAC, ou de l'Institut du Niger. L'intérêt national renouvelé pour la réglementation du droit international privé peut interférer avec l'initiative d'uniformisation en Amérique latine. Cependant, la convergence des textes nationaux et leur assez large compatibilité avec les règles de droit conventionnel commun montrent que l'uniformisation régionale est possible et que les textes nationaux pourraient servir de base à une initiative régionale. Et pourquoi pas à un nouveau code. Les divergences indiquent
que, néanmoins, la tâche ne sera pas facile et que la continuité de l'uniformisation latino-américaine pourrait constituer un obstacle à l'uniformisation mondiale. Néanmoins, l'expérience européenne a montré qu'il est préférable d'accepter des difficultés et les défis de l'uniformisation régionale au lieu d'espérer les bénéfices d'une uniformisation mondiale difficile à atteindre. Merci.